Alors, bonsoir à tous. Du coup, ce soir, je vais vous parler de biophysique. Alors, qu'est-ce que la biophysique? La biophysique, c'est la science, on va dire, qui fait le lien entre la physique et la biologie. C'est un domaine qui est relativement récent par rapport à ce qu'on vous a expliqué dans les séances précédentes, par rapport à la mécanique classique qui date du temps de Newton, les ondes aussi du temps de Newton, la physique quantique qui est début du XXe siècle et tout ça. La biologie, c'est quelque chose de quand même plus récent, mais qui prend de plus en plus d'importance. Et du coup, c'est ce domaine à l'interface entre la physique et la biologie. Et principalement, moi, je vais vous parler de deux thèmes. Un terme qui peut paraître le plus simple de prime abord, c'est le fait d'utiliser des méthodes de la physique, des outils de la physique, pour observer la biologie. On va voir qu'il y a différentes techniques comme la cristallographie, l'IRM, la RMN, des passes optiques, ce genre de choses. Et aussi, quelque chose de plus intéressant, et je m'attarderai plus là-dessus, c'est sur la modélisation des phénomènes biologiques. C'est-à-dire, à partir des lois de physique, on va essayer de modéliser les phénomènes biologiques. Tristan vous en a déjà parlé un peu la semaine dernière avec tout ce qui était système complexe, du coup, cette étude de système en interaction, où la physique statistique peut apporter des réponses. Et nous, aujourd'hui, on va voir d'autres choses. On va voir, par exemple, que la physique statistique peut être utile dans l'étude de structure de protéines, ou bien je vous parlerai aussi à la fin un peu de réseaux de neurones artificiels, qui sont ce domaine à la mode d'apprentissage automatique, et où la physique a pas mal de choses à apporter. Mais tout d'abord, on va commencer pour les outils de la physique, et on va commencer par une petite vidéo pour vous expliquer la cristallographie. Alors, comme vous allez voir, la cristallographie, en fait, on a déjà vu le principe, et le principe repose principalement sur la diffraction. Dans cette très belle vidéo du CNRS, alors qu'est-ce qu'on va voir? Bon, si vous n'avez pas le son, c'est pas vraiment grave, c'est juste une petite musique d'ambiance. Mais l'idée, c'est que si on aligne des atomes, ici qui sont représentés par mes points rouges, et qu'on envoie une onde dessus, cette onde ici qui sont des rayons X, ces rayons X vont être diffractés et on va avoir droit à une figure d'interférence, une figure de diffraction sur l'écran. Du coup, l'idée c'est on va pouvoir retrouver la structure de ces atomes grâce à l'image sur cet écran. Du coup, on va utiliser ça principalement pour utiliser des réseaux réguliers qui sont des cristaux en fait fondamentalement. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que si on déforme le cristal, en fait, ça va avoir une conséquence directe sur la figure de diffraction. En fait, mathématiquement, ce qu'on observe, c'est que les tâches sur l'écran forment ce qu'on appelle le réseau réciproque du réseau principal. Et ce qu'on peut faire, c'est à partir du réseau réciproque, remonter au réseau original. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus, en fait. Parce que ça va nous permettre, c'est des techniques qui permettent de déterminer l'organisation des atomes dans la matière, principalement. Et même s'il n'y a pas vraiment de matière, si le milieu est désordonné, du coup, si ces particules bougent, en fait, on peut quand même, avec de la diffraction, extraire des composantes, ici par exemple la vitesse. Du coup, la cristallographie, ça repose sur un phénomène qu'on a déjà vu ensemble, qui est la diffraction d'une onde par un motif. Nous, on avait vu les formes de Young dans le cours sur les ondes, et je suppose qu'avec Tristan, vous avez dû en reparler en mécanique quantique. Du coup, c'est une des premières techniques de la physique qui sert ici à déterminer la structure, par exemple, de minéraux. Et comme on va le voir, ça va même servir à quelque chose de plus important, qui est la découverte de la structure d'ADN, cette double hélice d'ADN, qui a valu le prix Nobel de médecine en 62 à Crick et Watson. Et l'idée, c'est comme vous le savez sûrement, l'ADN est représenté par cette structure en double hélice. Et qu'ont fait Crick et Watson, en fait, c'est pour déterminer cette structure, ils ont réussi à isoler de l'ADN, ce qui n'est pas une chose forcément facile à l'époque. Et ils ont réussi, grâce à la technique de cristallographie, à déterminer la structure de cet ADN. Et là, ce qu'on voit sur cette photo, c'est l'image du réseau réciproque. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de l'ADN, envoyé des rayons X et ils ont regardé l'image que se formait sur l'écran. Donc, la manipulation est un peu plus compliquée que ça, mais l'idée y est. C'est principalement, on envoie des rayons X sur de l'ADN, on regarde ce qui se passe. Et ils ont observé ce motif. Et en fait, ce motif
en faisant un peu de mathématiques, en utilisant la décomposition de Fourier qu'on avait vu dans le cours sur les ondes, on peut remonter à la structure originelle. Du coup, la cristallographie là a servi, cette technique du coup issue de la physique, à prédire la structure de l'ADN et qui leur a valu le prix Nobel de médecine. Autre chose où la physique est importante, c'est pour l'étude des connexions neuronales, du coup les équipes du cerveau, du coup un petit récapitulatif sur comment fonctionne notre cerveau, c'est une question assez vaste, mais principalement notre cerveau est composé d'environ une centaine de milliards de neurones qui sont représentés ici. Et les neurones, qu'est-ce que font les neurones principalement? C'est qu'elles communiquent, les neurones communiquent entre eux. Et comment se passe cela? C'est les neurones possèdent des dendrites qu'on voit ici, dessinés ici, et les dendrites, comme on peut le voir ici, là on a un autre neurone et on voit que l'axon, ce qu'on appelle l'axon du neurone, est connecté à la dendrite. Du coup, ce que fait un neurone, elle est connectée à plein d'autres neurones. Elle reçoit du coup ce qu'on appelle de l'influx nerveux, qui reçoit du coup un courant électrique grâce à des réactions chimiques. Un neurone donné reçoit du coup du courant de la part des autres neurones auxquels ce neurone est connecté. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie lui-même un courant électrique qui est transmis du coup à plein d'autres neurones grâce à son axe. Le mécanisme est assez compliqué, c'est plein de réactions chimiques. Mais l'idée vraiment de base, si vous voulez vraiment l'idée la plus basique sur un neurone, c'est un neurone est connecté à d'autres neurones. Ces autres neurones lui envoient un signal. Ce neurone reçoit ce signal et en fonction de la valeur de ce signal, il va lui-même émettre une impulsion électrique. Globalement, l'idée de base, c'est que ce qu'on verra par la suite, c'est qu'un neurone, du coup, reçoit les impulsions d'autres neurones et si cette impulsion est suffisamment forte, il va émettre lui-même une impulsion électrique. Et ce phénomène a été mis en exergue par ces trois messieurs qui leur a valu le prix de médecine l'année d'après de la découverte de la structure d'ADN, ce qu'on appelle l'électrophysiologie, c'est la découverte du potentiel action. Globalement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que globalement, un neurone va recevoir un certain stimuli qui du coup simplement ce que lui envoient les autres neurones, et si ce stimuli dépasse un certain seuil, on va avoir ce potentiel action, c'est globalement le potentiel du neurone du coup va devenir positif avant de redevenir négatif. Du coup, ces messieurs ont pu découvrir ce potentiel action qui est un peu le principe de base de comment les neurones communiquent entre eux. Et ça a été dû principalement à, comme vous le voyez sur cette photo, c'était des physiciens et des biologistes qui ont fait ça, mais ça, c'était principalement dû à l'avancée de l'électronique parce que les signaux sont assez faibles. Là, on parle de mesurer le signal électrique au niveau d'un neurone, ce qui est très compliqué, plus particulièrement au niveau d'un axon. Et en fait, ils n'ont pas fait ça sur le cerveau humain à l'époque, ils ont fait ça sur un calamar géant qui a l'avantage d'avoir un axon qui fait plusieurs mètres, je crois. Et du coup, la mesure a été effectuée comme ça. Mais cette mesure a été due, ce progrès, du coup, sur le fonctionnement du cerveau, ce mécanisme biologique a été possible uniquement grâce à l'avancée des techniques de l'époque, qui étaient des techniques du coup d'électronique, et ces techniques électroniques étaient boostées par la physique. Et maintenant, on arrive à faire encore des choses beaucoup plus sympas. Alors là, ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle une larve de poisson zèbre. Alors, quelle est la propriété de ce poisson? En fait, ce poisson, à l'état larvaire, du coup jusqu'à l'âge adulte, il est transparent. Et du coup, ça veut dire qu'on peut voir son cerveau directement. Et l'idée des biologistes, c'était de ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'on appelle un modèle jouet en biologie, c'est-à-dire c'est un modèle animal plutôt, c'est un animal qu'on va pouvoir étudier, comme par exemple la souris pour les médicaments. En neuro, ce qu'utilisent les gens, c'est souvent ces poissons, qui ont l'avantage d'être transparents. Et ce qu'ils veulent faire, c'est voir l'activité neuronale de ce poisson-là. Et du coup, ce poisson est transparent à l'état larvaire, mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont muté ce poisson pour que quand un de ces neurones s'active, du coup, quand un de ces neurones envoie cet influx nerveux, il brille. En gros, ce poisson a des neurones qui sont fluorescents et ce qui permet de faire des superbes vidéos. On peut voir en direct l'activité neuronale d'un poisson avec une très bonne résolution parce que là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on arrive à déterminer
dans quelle région s'active, et même précisément, on arrive quasiment à voir quel neurone s'active. Et ce qui permet de faire de nombreuses expériences, là par exemple, c'est le poisson, en fait, il est figé et on lui envoie de la lumière à gauche et à droite, on regarde quelle zone du cerveau répond à gauche et à droite. Et du coup, on arrive à avoir en temps réel, on arrive à savoir quels sont les neurones activés dans le cerveau du poisson. Et à partir de ça, vous allez voir, on va pouvoir essayer d'identifier des zones et essayer de voir comment fonctionne le cerveau de ce poisson. En neuro aussi, il y a quelque chose de très important, vous en avez peut-être déjà fait à l'hôpital, c'est tout ce qui est l'IRM, du coup, l'imagerie par résonance magnétique. Et ça aussi, ça repose sur un principe de physique assez simple. L'idée de l'appareil de l'IRM, c'est du coup, vous êtes mis dans un espèce de gros tube. Et en fait, ce gros tube, que fait ce gros tube? C'est juste un énorme aimant. C'est un énorme aimant supraconducteur qui envoie un champ magnétique très puissant au niveau de vos cerveaux. Et pourquoi il fait ça? Parce que votre cerveau est composé, par exemple, de différents atomes. Comme Tristan a dû vous l'expliquer, ces atomes peuvent posséder ce qu'on appelle un spin. Du coup, c'est un concept quantique, mais on peut le voir comme une petite flèche aimantée. Et que vont faire ces spins? C'est quand on va leur envoyer un champ magnétique, en fait, ces spins vont eux-mêmes se mettre à tourner sur eux, on va dire, et créer eux-mêmes un champ magnétique. Et en gros, l'idée de base de l'IRM, c'est on envoie un champ magnétique sur le cerveau, les atomes dans le cerveau, du coup, vont être stimulés, et en fonction de, on va mesurer ce signal, et en fonction du signal mesuré, on va pouvoir savoir quel atome est présent dans différentes zones du cerveau, ce qui nous permet de faire les IRM et d'avoir des imageries de très bonne qualité. Du coup, tous ces progrès de la physique, en gros, ont permis d'améliorer énormément la biologie et surtout la mesure de la biologie. Une autre idée aussi importante, c'est que globalement, normalement, toute la biologie devrait pouvoir s'expliquer grâce aux lois de la physique et de la chimie, sachant que la chimie est elle-même de la physique, tout devrait pouvoir du coup s'expliquer avec de la physique. Il n'y a pas de force vitale, il n'y a pas de vitalisme propre aux cellules. Globalement, jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on a mesuré, tous les concepts, tous les effets des cellules, tous les phénomènes en biologie peuvent être interprétés grâce à des lois de la physique et de la chimie. Du coup, il y a une question qui apparaît, c'est comme on a vu que les lois de la physique étaient déterministes, en mécanique classique, on écrit cette équation de Newton. L'idée, c'est est-ce qu'on peut prévoir du coup cette évolution du vivant? Et c'était une idée de Pierre-Simon Laplace, je vais un peu caricaturer, mais ce qu'il disait, c'est s'il existait ce qu'on a appelé par la suite le démon de Laplace. Je ne sais pas si Tristan vous a parlé du démon de Boltzmann la semaine dernière, mais en gros, on a appelé ça aussi le démon de Laplace. Et l'idée, c'est, si on croit cette citation de Laplace, du coup, dans l'essai philosophique sur les probabilités, c'est ce démon serait une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent. En gros, c'est si quelqu'un était capable de connaître à un instant T toute la position de toutes les particules de l'univers ainsi que leur vitesse. Et si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, c'est-à-dire en gros si ce démon serait capable, connaissant ces positions de particules, de résoudre les équations lémaniques, l'idée c'est que, on reprend la citation, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. En gros, l'idée du démon de Laplace, c'est si quelqu'un, une intelligence surhumaine serait capable de connaître à un instant T la position de toutes les particules dans l'univers ainsi que leur vitesse, comme les lois de la physique classique sont déterministes, et bien, globalement, on pourrait prévoir l'évolution juste autant après. Du coup, on pourrait savoir ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. C'était l'idée de Pierre-Simon de Laplace. Alors déjà, ça s'était remis en question par la physique quantique, comme vous avez lu voir la semaine dernière avec Tristan, avec ce principe d'indétermination de la physique quantique. Mais même si on se limite à ce phénomène, à la mécanique classique, on va voir qu'en fait, c'est très compliqué de faire ça. Et pour plusieurs raisons que je vais expliquer tour à tour, qui sont, je vais vous parler rapidement de la théorie du chaos, la notion de bruit en physique et la taille de l'espace des phases. Alors, globalement, commençons tout d'abord par le chaos. Alors ça, c'est un exemple très simple, ça s'appelle le billard de Sinaï. Du coup, comment marche cette expérience, là, qui serait une expérience numérique? Globalement, ce billard est déterminé simplement par une boîte carrée. Et la différence avec un billard classique, c'est qu'on met un cercle.
Et on va faire l'évolution d'une particule qui est soumise uniquement aux lois de la mécanique classique, sans gravité, c'est-à-dire que globalement, que fait cette particule, c'est que dès qu'elle va interagir avec un des bords, elle va rebondir avec la loi de Snell-Descartes. Du coup, son angle incident va être égal à son angle de sortie. Très simple, juste vraiment un billard classique. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que on va initialiser le système à la même position, qui est paramétrée ici par le vecteur de 0. Du coup, on va commencer de ce point-là et de ce point-là qui sont les mêmes. Et le momentum qu'on peut voir en gros comme la vitesse et l'angle de la vitesse, on va voir que c'est quasiment les mêmes. Là, on va partir avec un angle vraiment droit, et là, pas vraiment avec un angle droit, légèrement décalé, mais de quasiment rien. Et on va simuler le système. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là principalement, c'est que bien que les deux systèmes aient quasiment la même condition initiale, c'est-à-dire la même position initiale et la même vitesse initiale, on voit que les trajectoires en fait sont complètement différentes. Là, globalement, sur la figure de droite, on voit bien que la particule, du coup, a ce mouvement périodique, alors que là, elle a ce mouvement chaotique. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle la théorie du chaos en physique, et en mathématiques, où Lorentz a beaucoup travaillé dessus. Et vous connaissez sûrement ce dicton qui dit qu'un battement d'aile du papillon, quelque part dans le monde, peut créer un ouragan autre part. Et l'idée de ça, c'est qu'une perturbation infime des conditions initiales, si on attend suffisamment longtemps, et ben en fait, le système, ces deux systèmes qui avaient quasiment la même position initiale, c'est-à-dire que nos deux particules allaient partir de ce point-là, ce qu'on voit, c'est qu'à temps long, en fait, elles n'ont plus du tout la même trajectoire. Et ça, c'est une des limites, par exemple, du démon de Laplace. C'est, imaginons qu'on puisse être capable, en gros, de connaître précisément toutes les vitesses et toutes les positions à la fois des particules. En fait, il faut les connaître avec une précision infiniment précise parce que n'importe quelle modification des conditions initiales a de grosses conséquences sur la dynamique du système, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Et ça, on sait très bien que c'est impossible, comme vous avez vu avec Tristan, c'est qu'il y a cette relation d'incertitude d'Heisenberg qui dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision absolue à la fois la vitesse et la position d'une particule. Mais même sur un système classique, on voit bien que ici, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a affaire à ce qu'on appelle des systèmes chaotiques, même dans des systèmes très simples. Et on a beau connaître tous les lois de la physique, en gros, il est très compliqué de prévoir l'état du système à un temps long. Et ça, c'est un des problèmes de base en météorologie. C'est pour ça que les météorologues, quand on regarde la météo, globalement, les prévisions sont relativement précises pour le lendemain, mais si vous avez déjà regardé la météo à un mois près, globalement, on ne peut pas faire de précision. Pourquoi? Globalement, on connaît les lois de la météo. Globalement, on connaît les lois de la mécanique du fluide qui régissent les différents courants, les différents vents. Là, on connaît très bien, on sait comment se forment les nuages. C'est des sciences qui sont relativement bien comprises. On a d'énormes équations à résoudre, on le fait numériquement. Mais en fait, le problème, c'est un peu le même problème que ce billard de Sinaï. C'est si on fait deux fois la même dynamique pour des temps longs, mais en changeant un tout petit peu les conditions initiales, en fait, ce qu'on rend compte, c'est que globalement, on n'arrive pas à prédire. Et du coup, même si les lois sont bonnes et qu'on arrive à les modéliser sur des temps très longs, on ne va pas pouvoir prévoir précisément la trajectoire. On va être perdu. Et c'est exactement le phénomène qui se passe en physique, sur ce système-là et en météo. Il y a aussi une chose aussi importante en physique, comme on va le voir dans cette très belle vidéo de la Faculté des sciences de Paris, c'est la notion de bruit et le mouvement brownien. Tristan a dû vous en parler la semaine dernière durant le cours de physique statistique. Du coup, on va commencer par regarder cette petite vidéo. Sur le mouvement brownien. Alors, ça a été théorisé par Einstein aussi. Alors, globalement, ce qu'on fait ici, c'est on met des particules dans l'eau. Et ces particules sont des poudres, une poudre à base de titane. Et on va regarder le mouvement de ces particules dans l'eau. On a juste, pour l'instant, du coup, versé des particules dans l'eau. On voit ces petites particules blanches. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces petites particules blanches font un mouvement. Elles semblent bouger un peu aléatoirement de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Sans trop bouger non plus, mais elles bougent. On a l'impression qu'il y a des chocs entre ces différentes particules.
et on va encore mieux le voir avec ce grandissement fois ça. Alors là, si on suit cette particule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge un peu, elle se décale, mais elle a un mouvement un peu erratique. Elle va vers le haut, vers le bas. Elle s'éloigne de son point d'origine, mais globalement, elle a un mouvement un peu perturbé. Elle n'a pas un beau mouvement bien lisse, elle a un mouvement un peu chaotique. Et en fait, principalement, ce mouvement est dû à quoi? Ce mouvement est dû en fait au fait que cette particule est suffisamment petite et comme vous avez dû le voir avec Tristan la semaine dernière, et ce que vous avez vu, c'est qu'un gaz ou un liquide, ça peut fonctionner de la même façon, c'est un grand nombre de particules. Par exemple, si vous prenez l'air autour de vous dans la pièce où vous êtes, il y a globalement 10 puissance 23 particules. Et ces particules, du coup, elles s'entrechoquent entre elles. Ce qui crée la pression, ce qui définit la température de la salle aussi, comme vous avez dû le voir avec cette fameuse loi de Boltzmann. Et globalement, pour ces toutes petites particules de titane, du coup, en fait, les molécules d'eau vont lui rentrer dedans de façon un peu erratique. Et comme cette particule de titane est suffisamment petite, en fait, globalement, et elle va subir l'impact de ces particules d'eau, elle va bouger légèrement. Ça, c'est l'idée du mouvement brownien. Alors, comment on le modélise en mathématiques ou en physique? On le modélise à partir d'une marche aléatoire. Alors, j'aime beaucoup cet exemple, c'est l'exemple d'un homme ivre à Manhattan. Alors, pourquoi on prend Manhattan? Globalement, Manhattan a la bonne propriété d'avoir des rues qui sont perpendiculaires entre elles. Du coup, on peut modéliser, on va dire, Manhattan par ce quadrillage. Et globalement, l'idée de cette marche aléatoire, de cet homme ivre, ou de cette femme ivre, c'est une personne sort d'un bar, et globalement, beaucoup trop bu, elle ne sait pas vraiment où aller. Et globalement, ce qu'elle va faire, c'est à chaque croisement de rue, elle va soit tourner à gauche, soit tourner à droite, soit aller tout droit, ou soit revenir sur ses pas. Ça, c'est sa dynamique. Du coup, quelque chose de purement aléatoire. À chaque nouveau croisement de rue, que fait la particule? Elle peut aller en haut, à gauche, en bas ou à droite. Globalement, là, si on prend cette petite particule qui a commencé ici, par exemple, qu'est-ce qu'elle a pu faire après? Elle a pu aller vers la droite, elle a pu descendre, après elle est remontée, elle est repassée là et elle a fait tout ce trajet. Et ça nous donne ce qu'on appelle une marche aléatoire en mathématiques, ici sur un réseau qui est simplement le réseau caressé. On prend une particule et à chaque instant de temps, elle va pouvoir aller soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. C'est ce qui va faire notre dynamique. Et globalement, on obtient ce genre de courbe. Globalement, on voit que la particule est allée suffisamment loin, mais on ne sait pas trop où. On ne sait pas trop pourquoi. Et si on relance une nouvelle simulation, elle va aller par là, ou par là, ou par là, ou par là. Et en fait, si on lance plein de simulations et qu'on moyenne sur cette simulation, c'est-à-dire que sur la grille proche de la condition initiale, on regarde combien de fois la particule est passée, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un mouvement brownien ici, et on va obtenir une gaussienne. C'est-à-dire que globalement, que fait cette dynamique un peu aléatoire, c'est en partant du centre du réseau, et globalement, au début, notre particule va être centrée vers sa condition initiale, qui est ici, et au fur et à mesure, en fait, elle va s'éloigner. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un mouvement brownien, c'est on a une petite particule, par exemple dans un fluide, elle a une position initiale au début, elle va avoir un mouvement chaotique, un peu comme notre homme Yves dans Manhattan, mais si on regarde suffisamment loin dans le temps, on va voir qu'elle s'est éloignée en moyenne d'une certaine distance de son point d'origine. Et globalement, cette distance, on peut même la calculer, la mesurer. C'est globalement, si on a attendu un temps t, la distance qu'elle a parcourue, enfin son éloignement par rapport au centre, c'est proportionnel à la racine de t. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un préfacteur globalement et que ce préfacteur dépend de la température. Du coup, plus un gaz est chaud, plus un liquide est chaud, plus une particule dans ce liquide va diffuser, c'est ce qu'on appelle la diffusion, va diffuser de plus en plus loin. OK. Et ça a été mis en équation par Paul Langevin pour essayer d'expliquer le mouvement des particules qu'on a vu là dans l'eau, ces molécules de titane. Parce que si on prend uniquement l'équation bleue, qui est l'équation de Newton, si vous vous rappelez du premier cours, du coup que la masse d'une particule fois son accélération est égale à la somme des forces. Ici, c'est simplement une force de frottement. Ça, c'est avec cette équation, on ne peut pas expliquer le comportement de notre particule. On n'y arrive pas. Et du coup, Paul Langevin s'est dit,
on va essayer de rajouter en fait toutes les interactions de toutes les particules d'eau autour qui poussent notre particule d'oxyde de titane. Et ça, c'est compliqué parce que si on veut faire ça proprement, c'est-à-dire qu'on doit connaître exactement la position de chaque particule d'eau, sa vitesse à chaque instant. Il y a 10 puissance 23 particules, du coup, ça nous fait 10 puissance 23 équations à résoudre en même temps. On ne sait pas faire, c'est très compliqué. Du coup, on pourrait perdre espoir. Et comme vous l'avez vu avec Tristan la semaine dernière, c'est la beauté de la physique statistique, c'est que tous ces effets se moyennent. Globalement, si on prend le gaz dans une pièce, on n'est pas obligé de connaître toutes les positions des particules. Globalement, pour définir l'état macroscopique du système, on doit juste connaître simplement la pression et la température. Ça nous permet de décrire très bien le gaz. On n'est pas obligé de savoir si la particule numéro 8 est à cet endroit ou la particule numéro 23 est à un autre endroit. Ça, on n'est pas obligé de le faire, heureusement. Et du coup, l'idée de Paul Langevin, ça a été d'appliquer ça. C'est on se dire, globalement, il y a nos principales forces et ça nous donne l'équation de Newton. Et je vais rajouter un terme qu'on appelle un bruit blanc, qui globalement synthétise la résultante des chocs aléatoires des molécules de fluide environnantes. On va essayer de modéliser du coup les chocs de notre particule avec son environnement. Et pour faire ça, on va utiliser une variable, cette variable ici. Et globalement, cette variable, à chaque instant, elle va pouvoir valoir plus 0,1, moins 0,1, etc., etc. L'idée, c'est qu'on a une variable ici qui est aléatoire. Du coup, le mouvement de la particule ici n'est pas déterministe parce qu'on a une composante aléatoire. À chaque instant t, en fait, on a une variable aléatoire ici. Du coup, une variable qui est tirée selon une gaussienne. Du coup, globalement, au temps t0, on a cette équation, l'équation de Newton classique, plus ce état de 0. Et en gros, ce état de 0, sa distribution est quelque chose comme ça, qui est une gaussienne. Du coup, c'est quelque chose qui vaut en moyenne 0, mais qui peut valoir des valeurs positives ou négatives. Ce qu'on appelle une équation stochastique en mathématiques. Et ça décrit très bien la dynamique d'une particule, du mouvement brownian. Et du coup, c'est une des valeurs importantes et ce qui rend que les trajectoires en pratique, par exemple d'une particule dans un fluide, on ne peut pas prévoir quelle est la trajectoire d'une particule à un instant donné parce qu'elle va avoir des chocs avec d'autres particules et ça, on ne peut pas le prévoir. Par contre, en moyenne, on sait que si je prends une particule et que j'attends suffisamment longtemps, je sais que grâce à ce mouvement blanc, à ce bruit blanc, grâce à ce mouvement brownien qu'on a vu juste avant, on sait que globalement, à un temps t long, on sait qu'elle sera globalement à racine de la distance au centre, elle sera à racine de t de cette distance. Du coup, on a des propriétés uniquement moyennes. On ne sait pas exactement où va être une particule donnée, mais on sait qu'en moyenne, elle va être ici. Et c'est un peu la même idée que la physique statistique. On n'est pas obligé de savoir où sont toutes les particules de gaz. On sait qu'en moyenne, elles ont ce comportement. On sait que c'est caractérisé par une probabilité de Boltzmann et que du coup, on a besoin de peu de paramètres d'ordre pour décrire les systèmes qui sont la température et la pression. Du coup, c'est l'idée un peu géniale de Langevin, c'est de se dire, en fait, ce terme, c'est un peu le fourre-tout qu'on ne sait pas modéliser et on peut quand même faire des calculs. Et en fait, ça a des conséquences assez utiles, ce bruit. Ce qu'on pourrait se dire, à quoi ça sert? Ça rend tout beaucoup plus compliqué, mais en fait, pas vraiment. Globalement, si on pense à une réaction chimique entre deux molécules, une molécule A et B, et imaginons deux molécules qui se répulsent. Une est chargée positivement et une est chargée négativement. Néanmoins, si on rapproche ces deux particules proches l'une de l'autre, elles vont pouvoir réagir et créer une nouvelle molécule. On va avoir une réaction chimique. Mais comme elles sont chargées avec des signes opposés, l'une est chargée positivement et l'autre est chargée négativement, globalement, si on les met, s'il n'y avait pas de bruit, elles ne pourraient jamais s'approcher l'une de l'autre parce qu'il y a de la répulsion électrostatique entre les deux molécules. Et du coup, les deux molécules ne pourraient pas se rapprocher l'une de l'autre. Par contre, avec ce bruit, si ces deux molécules sont dans un liquide, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont recevoir des chocs des particules environnantes, comme nos molécules d'oxyde de titane. Et ces chocs vont faire qu'elles vont peut-être se rapprocher, ces deux molécules. Et elles vont peut-être se rapprocher suffisamment pour que la réaction chimique ait lieu. Et en gros, c'est l'idée de base de ce qu'on appelle la loi d'Arrhenius, c'est qu'on a des réactifs et on doit payer un certain coût en énergie pour créer la réaction chimique. Et en fait, à température nulle, s'il n'y a pas de bruit, on peut pas payer ce coût, cette barrière. Par contre, si nos particules sont dans un fluide,
Là, globalement, on a une probabilité non nulle de passer de là à là, c'est-à-dire qu'il y ait la réaction chimique. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, sans bruit, sans cet effet du milieu, en fait, sur les particules, il n'y aurait pas de réaction chimique. Et du coup, s'il n'y avait pas de réaction chimique, il n'y aurait pas du tout de physique. Du coup, ce bruit qui nous semble compliqué et qu'on voyait là au début, qui nous semble compliqué, difficile à modéliser, en fait, c'est une des bases de la vie. C'est le fait qu'il y ait tout, ces actions un peu aléatoires du milieu, fait que les réactions chimiques sont possibles. Là, on va parler d'autre chose. Maintenant, on va parler de phénomènes collectifs. Je sais que Tristan en avait beaucoup déjà parlé, mais c'est un phénomène que je trouve très intéressant, c'est le vol des étourneaux. Là, c'est une vidéo qui a été tournée à Rome, par exemple. Ok, nous ne voyons pas la vidéo, mais ce qui est dommage. Attendez, hop, je vais vous la remettre. Alors, globalement, c'est un vol des tourneaux. Du coup, filmé à Rome. Du coup, là, on a des milliers d'étourneaux et qui volent collectivement et qui ont un mouvement un peu aléatoire. On ne comprend pas trop. Ce qu'on remarque en étudiant ces étourneaux, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader. On pourrait se dire, bah, il y a un oiseau qui suit tout le monde, enfin, un oiseau qui est leader et tout le monde suit l'autre oiseau, ce qui expliquerait le mouvement. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de modéliser ce vol d'étourneaux pour essayer de le comprendre. Je vais remettre une autre vidéo. Là, on voit bien ralenti et on voit ce mouvement très beau qu'on peut observer. Et ce qu'ont fait les physiciens, c'est essayer de le modéliser. Et je vais vous montrer une petite simulation numérique. L'idée, ça a été essayer de comprendre ça avec le modèle le plus simple possible. Et l'idée, c'est de faire un peu comme un gaz. On va essayer de trouver le nombre minimum de paramètres influents qui peut expliquer le vol de ces oiseaux. Là, c'est une de ces simulations et on voit bien qu'on a aussi cet effet de vol d'oiseaux en groupe. Et du coup, ça, c'est un papier de 1995 de Vicek qui est paru dans PRL, qui essaie d'expliquer le plus simplement possible le vol des oiseaux. Et il a une idée un peu bête, c'est comment il va décrire la position d'un oiseau qu'il nomme l'oiseau I. C'est que sa position à un temps t plus 1, globalement, c'est égal à quoi? C'est égal à sa position au temps avant plus la vitesse fois le temps. Du coup, ça, c'est juste l'évolution classique d'une particule à une certaine vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il construit son vecteur vitesse. Du coup, comment il détermine la vitesse, en fait. Elle a une certaine longueur. Du coup, c'est en gros sa vitesse constante. Par contre, elle peut changer elle a un angle dans l'espace. Et en fait, cet angle est obtenu comment? Un oiseau va se déplacer dans un certain sens. Il va regarder ce que font les oiseaux autour de lui. Et en fonction des oiseaux autour de lui, ça va déterminer l'angle auquel l'oiseau va avancer. Ça, c'est l'idée de base du petit modèle de Vicek. Du coup, il y a très peu de paramètres influents. Globalement, le seul modélisation qu'on a, c'est l'angle auquel va se déplacer un oiseau à un instant T dépend de l'angle de ses voisins. Et en jouant avec ça, en jouant avec ce petit modèle, en fait, ce petit modèle numérique, Vicek est capable de construire ce qu'on appelle un diagramme de phase. Du coup, il observe différentes phases. Il y a des phases où les oiseaux ont un peu un vol chaotique. Ça, c'est le A et le C. Il y a des phases où les oiseaux ont l'air de voler entre eux, mais très localement. Là, c'est une phase où, du coup, il y a peu d'oiseaux. Et en fait, on voit ce phénomène de nuée d'oiseaux, mais juste pour des petits groupes d'oiseaux, parce qu'il n'y a pas assez d'oiseaux. Mais si globalement, on met suffisamment d'oiseaux, qu'est-ce qui va se passer? Ces oiseaux vont avoir un vol coordonné, comme on l'a vu sur la vidéo. Et du coup, ce qu'on fait les physiciens ici, c'est essayer de trouver le modèle le plus simple pour expliquer le vol des oiseaux. Ça, c'est des phénomènes assez marrants, des phénomènes collectifs. Je sais que Tristan vous a parlé pas mal d'applications à l'économie, par exemple. Et il y a plein aussi de phénomènes collectifs avec plein d'applications qui sont étudiées en physique. Ce qui est très à la mode en ce moment, malheureusement, c'est la propagation des maladies. Du coup, les physiciens ont aussi développé des modèles pour voir comment se propager les maladies. Et ça, c'est des modèles sur des graphes.
on a des graphes d'interaction entre différents individus et on va essayer de voir à partir de combien d'individus malades il y a transmission d'une maladie. Tristan a dû vous en parler la semaine dernière avec ce fameux seuil de percolation. Du coup, on fait ça pour les maladies. On a aussi ces applications à la vaccination. On veut essayer de vacciner de façon optimale une population. Comment fait-on? Et ben, en gros, la stratégie optimale pour vacciner des gens, c'est vacciner les personnes qui voient le plus de personnes. Parce que c'est ce qu'on voit sur la propagation d'une épidémie, c'est qu'il y a on va dire, des super porteurs de la maladie qui contaminent un grand nombre de gens. Et en gros, si on arrive à éradiquer, du coup, à vacciner ces super porteurs, eh ben, on va pouvoir réduire la propagation d'une maladie. Et ça, c'est des théories en politique publique qui sont appliquées, de théories de la vaccination, où il y a des modèles de mathématiciens, de physiciens pour essayer de vacciner de manière optimale une population. Il y a des choses un peu marrantes aussi qu'on peut faire. Bon, là, c'est plus de la biophysique, mais on peut essayer de modéliser la dynamique de population des villes et on peut faire des petits modèles de physique, qui veut dire des modèles les plus simples possibles pour expliquer pourquoi les gens vont en moyenne aller d'une ville à une autre, quel est l'impact de la construction d'une nouvelle ligne de métro sur la dynamique de la ville, etc., etc. Il y a aussi pas mal d'applications Internet en ce moment. C'est comment se propagent les fake news sur Internet. Globalement, on va prendre un réseau Internet qu'on va simuler. Du coup, c'est un graphe. Du coup, ça va être des nœuds qui sont connectés par des liens, qui sont connectés par des arêtes. Les nœuds étant les gens et il y a une arête entre ces deux personnes si elles sont, par exemple, amies sur Facebook. Et ce qu'on peut voir, c'est comment se propagent ces fake news. Et en fait, c'est un peu comme les épidémies. On va voir qu'il y a ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des individus qui sont amis avec énormément de gens, et c'est eux qui vont être les principaux vecteurs, parce que si eux diffusent, ça va toucher un très large public. Et c'est globalement, et ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, en fait, les propriétés de ces graphes dépendent énormément des hubs, comme pour la propagation de maladies. Il y a des espèces de super individus qui propagent énormément les maladies ou les fake news et qui ont un impact très fort. Par exemple, moi, si je publie sur mon fil Twitter une fake news, ça n'aura pas une grosse importance. Mais par contre, si je m'appelle Donald Trump, là, je vais avoir un impact beaucoup plus grand. Du coup, tous ces phénomènes collectifs, en fait, on peut les étudier avec des graphes, avec de la physique statistique. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer la plupart du temps ce qu'on appelle un sort de percolation. C'est un seuil où un phénomène va apparaître ou non. Par exemple, pour une propagation de fake news, si peu d'individus la relaient, la fake news va mourir d'elle-même. Par contre, s'il y a un nombre suffisamment important d'individus qui la relaient, là, ça va exploser et tout le monde va être au courant de cette fake news. Pareil pour la maladie. S'il y a un malade isolé, il va contaminer peu de personnes. Par contre, s'il y a beaucoup de malades qui contaminent beaucoup de gens, là, on va avoir une explosion de la maladie. Le concept du fameux R0 dont on entend parler tout le temps en ce moment, c'est combien en moyenne un malade contamine deux personnes, et si ce R0 est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'un malade contamine plus d'une personne, c'est-à-dire que la maladie est sur une phase exponentielle. Par contre, si ce R0 est inférieur à 1, là, par contre, une personne va contaminer en moyenne moins d'une personne, ce qui veut dire que la maladie va s'éteindre d'elle-même. Du coup, on a vraiment cette transition entre ce R0 inférieur à 1 et supérieur à 1. R0 supérieur à 1, la maladie explose. R0 inférieur à 1, la maladie n'explose pas. Alors, on va passer sur quelque chose, on va s'attarder un peu plus longtemps. Là, du coup, je vous ai fait rapidement un bestiaire de la biophysique de façon générale, des phénomènes collectifs. Là, on va s'intéresser sur un cas plus particulier, c'est sur les protéines. Alors, chimiquement, qu'est-ce qu'une protéine? C'est une chaîne d'acides aminés. On va voir après ce que c'est. Et en quoi c'est important, les protéines? En fait, ces protéines, dans nos organismes, elles ont une multitude de fonctionnalités. Il y a par exemple des protéines qui sont structurelles. Et à quoi servent ces protéines? Elles servent à la cellule à maintenir son organisation dans l'espace. Ces protéines, on peut les voir comme leur but, c'est vraiment d'être structurelles. C'est qu'elles permettent à deux protéines d'être proches, à deux cellules d'être proches, etc. Il y a des protéines de transport qui ont un sens, comme leur nom l'indique, c'est qu'elles assurent le transfert de différentes molécules dans et en dehors de la cellule. Il y a des protéines régulatrices qui permettent de contrôler l'expression des gènes. Dans le corps humain, on a beaucoup de mécanismes autorégulateurs.
Par exemple, si en immunologie, quand l'organisme détecte une maladie, il va produire un grand nombre de lymphocytes jusqu'à tuer les maladies, mais il faut bien que ce phénomène s'arrête. Du coup, en fait, il y a des protéines régulatrices qui vont agir sur le système producteur, on va dire, des lymphocytes pour le réguler au moment où on aura atteint le nombre optimal de lymphocytes produits. Parce qu'autrement, le système s'emballerait et ferait un peu n'importe quoi. Du coup, il y a pas mal de protéines dans notre organisme qui servent simplement à réguler notre organisme. Et aussi toutes les protéines qu'on appelle des enzymes, c'est-à-dire qui ont des capacités catalytiques. Globalement, ça va être des protéines qui vont améliorer les réactions chimiques et qui vont permettre que les réactions chimiques dans notre corps aient bien lieu. Du coup, sans protéines, globalement, il n'y aurait pas de vie parce qu'elles font énormément de travail dans nos organismes. Alors, ce qui est très important et ce que veulent comprendre les biologistes, c'est comment déterminer, on va dire, le rôle d'une protéine, ce qui n'est pas forcément facile. Du coup, on commence par une chaîne d'acides aminés, ce que je vous ai dit, du coup, cet enchaînement d'acides aminés, qu'on peut voir comme simplement comme un mot, si vous voulez. Chaque acide aminé, on lui assigne une lettre, et du coup, on va avoir juste un énorme mot qui peut avoir 1000 lettres d'affilée. Ça, c'est notre chaîne d'acides aminés. On sait qu'on va enchaîner sur cette ligne, cette longue ligne, on va enchaîner tous ces acides aminés. Mais au sein de notre organisme, du coup, on a cette longue ligne, mais en fait, cette longue ligne ne reste pas une longue ligne, cet enchaînement d'acides aminés, elle se replie sur elle-même, la protéine. Elle forme une structure 3D. Globalement, il y a ce qu'on appelle les structures secondaires, c'est-à-dire qu'elle peut se replier pour former ces plis, qu'on appelle en anglais des beta sheets, et elles peuvent aussi former des hélices alpha, c'est-à-dire que la protéine s'enroule sur elle-même. Du coup, localement, la protéine va avoir quelle forme? Elle va soit avoir cette forme-là, soit cette forme enroulée. Et le plus important, ce qui nous intéresse, c'est cette structure un peu tertiaire, c'est, voilà, on est parti de cette protéine. Elle s'est repliée en formant ces bêta-sheets et ces feuillets bêta, pardon, et ces hélices alpha, et elle obtient du coup une structure tertiaire en 3D. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est cette protéine-là qui, on connaît cette chaîne d'acides aminés et elle va former une structure 3D. Et ce qui intéresse les biologistes, c'est de connaître la structure 3D. Pourquoi? Parce que la structure 3D, c'est ce qui est vraiment déterminant pour le rôle de la protéine. Par exemple, si on repense à nos protéines structurelles, c'est-à-dire une protéine qui va s'attacher à une cellule, pour s'attacher à cette cellule, il faut qu'elle ait une certaine forme. Elle ne peut pas avoir n'importe quelle forme. Et du coup, si on est capable de prévoir qu'une protéine va avoir une forme donnée, on va pouvoir se dire, OK, elle va pouvoir s'attacher préférentiellement à ce type de cellule. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits récemment, vous en avez sans doute entendu parler, c'est sur la protéine spike du coronavirus. C'est un peu la protéine qui permet au coronavirus de rentrer dans nos cellules. Et en gros, au début de l'épidémie, beaucoup de gens ont essayé de prévoir la structure, de calculer, de mesurer la structure 3D de cette protéine spike pour comprendre son mécanisme d'action, pour comprendre comment elle rentre dans la cellule. En gros, cette protéine spike, c'est un peu on peut l'imaginer comme un passe-partout qui permet de forcer la cellule, très schématiquement. Et en gros, on voudrait connaître la forme de ce passe-partout pour essayer de comprendre. Et en fait, pas mal des vaccins vont fonctionner sur ça, vont essayer d'aider le corps à reconnaître ces protéines spike pour que l'organisme puisse se défendre dans cette présence. Du coup, la structure des protéines, c'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, il y a quelque chose qui est très bien, mais et qui est aussi pas top à la fois, c'est ce qui a valu le prix Nobel de chimie en 72 à Finsen, c'est que la conformation, du coup la structure en 3D dans l'espace d'une protéine, c'est uniquement dû à sa structure primaire. C'est-à-dire, si je vous donne une protéine et je vous dis, on a cet enchaînement d'acides aminés, normalement, si vous connaissez cet enchaînement d'acides aminés, vous allez pouvoir prévoir la structure de la protéine. Ça, c'est ce qui a valu le prix Nobel. Et comment on trouve cette structure? C'est la protéine va se replier pour minimiser son énergie interne. Et du coup, l'idée, c'est ce que veulent faire les biologistes et les physiciens, c'est on me donne une séquence de protéines, on va essayer de déterminer sa structure. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. On va avoir différents outils par la suite et de très important parce qu'à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de séquencer des protéines. C'est-à-dire que
on peut prendre un organisme, on peut aller dans une flaque au fin fond de la Sibérie, regarder les organismes et les protéines dedans, et on est capable d'obtenir facilement cette chaîne d'acides aminés. Ça coûte quasiment rien de séquencer. On peut faire du séquençage à très haute vitesse et très précis, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de séquencer à peu près n'importe quoi. On est même capable, je crois, de séquencer le génome humain et du coup d'avoir, pour une protéine, toute cette chaîne d'acides aminés. Ça, on l'a quasiment gratuitement. On peut avoir cette chaîne d'acides aminés. Or, comme on sait que cette chaîne d'acides aminés va déterminer la structure, on peut se dire, chouette, je peux avoir la chaîne d'acides aminés d'une protéine. À partir de ça, je vais pouvoir, grâce à un fil SEN qui me dit que je peux déterminer la structure grâce à cette chaîne, et ben, en déterminant la structure, je vais pouvoir savoir à quoi sert ma protéine. Et ça, c'est l'idée sur le principe. Mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est de passer de la… On sait que toute l'information est dans la chaîne, c'est-à-dire dans cet enchaînement d'acides aminés. Par contre, prévoir la structure est très compliqué. Et on pourrait se dire, bah, si on n'est pas capable de le prévoir théoriquement, on pourrait peut-être le mesurer expérimentalement. Et la réponse est qu'on peut le faire, mais c'est des choses très compliquées à faire en fait. Et globalement, c'est des techniques de cristallographie comme on a vu au début. En fait, on va essayer de prendre une protéine, former un cristal avec, même un monocristal, c'est-à-dire on prend une protéine, on essaye globalement de la geler pour qu'elle ne bouge plus trop, et on envoie des rayons X dessus pour déterminer sa structure. Ça, c'est des choses très compliquées à faire. Il y a des thésards qui passent toute leur thèse à essayer de trouver la structure d'une seule protéine. C'est des maladies très compliquées, très hasardeuses. Ça se passe très bien pour certaines protéines, pour d'autres, c'est un enfer. Et du coup, en fait, en pratique, qu'est-ce qu'on a? C'est on connaît la chaîne de caractères, cette chaîne d'acides aminés pour énormément de protéines, pour des millions de protéines. Par contre, la structure de protéines, on l'en connaît pour un nombre très faible de protéines. Et du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est comme la chaîne nous intéresse peu et c'est la structure qui nous intéresse, ce qu'on voudrait, c'est à partir de la chaîne d'acides aminés, on aimerait prévoir cette structure. Du coup, là, les biologistes ont beaucoup travaillé ensemble, les physiciens aussi, les mathématiciens, les informaticiens. C'est un gros problème. Google s'y est mis il n'y a pas longtemps aussi. Et l'idée, c'est vraiment de ça. On part d'une séquence, du coup, c'est de ces lettres qui représentent les acides aminés. On a une structure 1D au début, juste une longue chaîne. On sait que cette protéine va se replier, va avoir une certaine structure, là, avec ses hélices alpha et ses feuillets, alpha et ses feuillets bêta. Et ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir passer de l'un à l'autre, sachant que la protéine a cette séquence, essayer de trouver la structure. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a cette structure, en gros, on sait quelle est la forme de la protéine, comment elle va pouvoir s'attacher avec d'autres protéines et du coup, comment on va déterminer la fonction. Imaginons, par exemple, si pour les protéines qu'on a vues inhibitrices tout à l'heure, qui calment ces réactions en cascade, comment ça marche principalement? C'est la protéine va venir s'accrocher à une autre protéine et va lui permettre de l'empêcher de s'activer. Ça peut être la base aussi d'antibiotiques. On a des protéines qu'on appelle les bêta-lactamases, les bêta-lactamines, qui sont le principe actif de la pénicilline, qui permettent de soigner pas mal de maladies. En fait, dans notre organisme, on possède ce qu'on appelle des bêta-lactamases. Et en fait, ces bêta-lactamases, en présence de bêta-lactamis, ils vont s'accrocher ensemble. Ils vont même ce qu'on appelle les hydrolyser, mais en gros, ça rend inactif le médicament. Pourquoi? Parce qu'au lieu de le médicament de cibler les vecteurs de la maladie, bah, ils vont être juste capturés de façon très schématique par ces protéines bêta-lactamases. Et du coup, ça va inhiber toute réaction chimique. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'accrocher l'une avec l'autre, en gros. Et du coup, ce qu'on veut vraiment, c'est, comme vous l'avez compris, prévoir cette structure à partir de cette séquence. Alors là, en fait, c'est quelque chose de très compliqué parce que si on prend une protéine de taille normale, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'Emmental, on peut estimer le nombre de conformations possibles de cette protéine, c'est-à-dire le nombre de structures qu'elle pourrait avoir. Et on estime, avec ce calcul à la louche, qu'il existe 10 puissance 143 conformations possibles, c'est-à-dire 10 suivi de 143 zéros. Et si on calcule le nombre de particules dans l'univers, il n'y en a que 10,80. C'est-à-dire qu'en principe, une protéine peut prendre plus de structures 3D et énormément plus qu'il y a de particules dans l'univers. Du coup, on est un peu embêté parce qu'on ne va pas pouvoir simplement essayer les conformations une à une, voir celle qui minimise l'énergie et celle qui est la bonne en fait. Numériquement, on ne va juste pas pouvoir le faire, ça, parce que globalement, il y a plus de conformations possibles que de particules dans l'univers.
Néanmoins, c'est que une protéine se réplie dans la nature en quelques secondes ou en quelques minutes. C'est-à-dire que la nature, elle, arrive à trouver la conformation optimale très rapidement. C'est-à-dire qu'il doit exister un moyen pour que nous aussi, scientifiques, puissions trouver cette technique. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on veut faire, on veut prévoir ces conformations. C'est très compliqué. Alors, c'est ce qu'on appelle de la dynamique moléculaire. L'idée d'une dynamique moléculaire, donc on a notre chaîne ici, notre chaîne d'acides aminés. Et les acides aminés, ils ont certaines propriétés. Certains vont être chargés positivement, d'autres chargés négativement. Du coup, on sait que globalement, eux vont avoir tendance à se rapprocher, les particules qui sont chargées positivement et négativement. Du coup, pour minimiser l'énergie, pour trouver la bonne conformation, on aimerait quoi? On aimerait que ces deux acides aminés soient proches les uns des autres pour minimiser l'énergie totale de la protéine. Ce qu'on ne voudrait pas, par contre, c'est que deux acides aminés positivement soient proches l'un de l'autre, parce que ça ferait augmenter l'énergie de la protéine. On a des protéines qu'on sait hydrophobes, c'est-à-dire que si je mets cette protéine dans l'eau, là, mes 4 acides aminés, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils vont vouloir tendance à s'éloigner de l'eau. Et pour ce faire, comment des acides aminés peuvent s'éloigner de l'eau? C'est que globalement, ils vont se grouper l'un l'autre, comme ça, ils vont réduire leur surface exposée à l'eau. On sait qu'entre différentes cystéines, il peut y avoir ce qu'on appelle un pont disulfure, c'est-à-dire une liaison chimique qui va stabiliser ce couplage. On sait aussi qu'il peut y avoir des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons H, etc., etc. Du coup, en fait, pour notre liste d'acides aminés, il y a environ une vingtaine d'acides aminés. On connaît leurs propriétés chimiques, on sait s'ils aiment l'eau, on sait s'ils n'aiment pas l'eau, on sait si elles sont chargées, ces acides aminés sont chargés négativement, si elles sont chargés positivement, etc., etc. Du coup, en fait, on va construire une énergie très, très, très grande. Et l'idée, c'est, on va essayer de remplir toutes ces contraintes en disant, je veux que à la fois mes acides aminés qui sont chargés positivement et négativement soient proches l'un de l'autre. Je veux que ceux qui sont hydrophobes ne soient pas en contact avec l'eau, ceux qui sont hydrophiles soient en contact avec l'eau. Je veux former un maximum de liaisons hydrogènes, je veux former un maximum de ponts disulfure. Du coup, on a toute cette contrainte, en fait, qui va essayer de déterminer la structure. Et du coup, physiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une énorme énergie qui dépend de tous les acides aminés et de leur position dans l'espace. Et on va essayer de trouver la structure qui minimise cette énergie. Et en fait, ça en pratique, c'est très, 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 très compliqué à faire. C'est très, très long à faire. Il y a énormément de configurations possibles. Il y a des algorithmes très gourmands en temps de calcul qui peuvent le faire. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer les conformations, de bouger les chaînes dans l'espace jusqu'à obtenir la bonne protéine. Du coup, comment ça se passe? On part d'une configuration initiale, on bouge certains atomes pour réduire l'énergie, ça nous fait diminuer notre énergie. Là, cette nappe, on peut le voir comme un paysage énergétique. On va refaire encore quelques mouvements d'atomes, ça va tomber ici et on va tomber là. Là, on a obtenu un minimal d'énergie, du coup, une protéine qui n'est pas trop mal, mais par contre, qui n'est pas la même qu'ici. Là, on est bloqué dans la dynamique. Du coup, il faut réessayer avec une autre configuration initiale, etc., etc. En gros, ce qui est très compliqué, c'est que c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation mathématique. On veut trouver du coup la meilleure protéine qui réduit sa fonction d'énergie. Ça tourne sur des milliers d'ordinateurs dans des centres de dynamique moléculaire. C'est très, très long. Et en partie, c'est très long parce que si on nous donne une chaîne d'acides aminés, on a du mal à prévoir une bonne structure initiale. Parce que si on initialise ça, imaginons que c'est notre structure optimale. Si on initialise une structure qui n'est pas trop loin, si on a une idée que globalement cette protéine va avoir cette forme-là, là, la dynamique moléculaire va pouvoir converger vers une bonne protéine, vers une bonne structure. Par contre, si on n'a aucun indice sur la forme de la protéine, si on se dit, simplement, on imagine que notre protéine au début, c'est juste une ligne, là, le temps va être très, très, très long. Ça va être très compliqué de faire l'optimisation. On va pouvoir se retrouver bloqué dans des minimums locaux parce que là, en gros, on ne peut plus bouger la protéine. Parce que l'idée, là, c'est que qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu comme pour la réaction chimique, c'est que en fait, là, on a une protéine qui ne nous semble pas trop mauvaise, mais on aimerait obtenir cette protéine. Mais le problème, c'est que si on bouge les atomes ici,
ça va réaugmenter l'énergie. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est réaugmenter l'énergie de la protéine pour mieux pouvoir redescendre. Ça, c'est très compliqué à faire. C'est un problème d'optimisation très compliqué. Du coup, ça marche en partie, mais c'est très compliqué, c'est très long, ça prend plusieurs mois pour trouver la structure. Du coup, ce n'est pas la panacée. Et surtout, en plus, comme je vous dis, cette fonction d'énergie, on l'a construite un peu à la main. Et ça dépend de pas mal de paramètres. Et du coup, en fonction des différentes simulations, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Du coup, il y a plein de gens qui travaillent pour essayer d'améliorer ces codes. Et je vais vous montrer, c'est un groupe de physique théorique et de biophysique qui s'est amusé à une petite vidéo pour vous montrer comment on va globalement. L'idée, c'est voilà, ils veulent trouver cette protéine et ils font vraiment cette dynamique moléculaire. Ils partent d'une protéine, là, qui est relativement petite, qui est celle-ci, et leur algorithme, ce que fait leur algorithme, c'est essayer de minimiser au fur et à mesure l'énergie. Ça, on sait que c'est la vraie structure, la structure en transparent, et ça, c'est la structure qu'ils vont trouver de façon algorithmique. Et on voit qu'ils y arrivent, c'est pas mal, mais en fait, ça, cette dynamique qui prend 6 millisecondes dans un système biologique, là, ça a pris plusieurs centaines d'heures de calcul sur un ordinateur. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'améliorer ça, et il y a une façon de le faire qui est assez intéressante. C'est que, certes, on ne peut pas prévoir, du coup, malheureusement, ce qu'on aimerait faire, c'est prévoir, depuis la chaîne d'acides aminés, prévoir directement la structure de la protéine. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de protéines qui ont exactement la même fonctionnalité et qu'on retrouve dans différents organismes. Par exemple, ces protéines régulatrices, elles vont être présentes chez l'être humain, elles vont être présentes chez le rat, elles vont être présentes chez des cafards, chez des dauphins, sur tout ce que vous voulez. Et ces protéines vont avoir exactement le même rôle, mais du fait de l'évolution, elles ne vont pas avoir forcément la même chaîne d'acides aminés. Pourquoi? Parce que les protéines mutent et globalement, elles peuvent se retrouver dans le règne animal à avoir exactement la même fonctionnalité, mais par l'évolution, ne pas avoir la même séquence d'acides aminés. Par exemple, ça c'est un phénomène classique en évolution, mais globalement, on va avoir plein de choses qui vont avoir le même rôle, mais qui ne vont pas le faire de la même façon. Et ici, la même façon, c'est-à-dire juste qu'elles ne vont pas avoir le même nombre exactement la même séquence. Par contre, on sait qu'elles vont avoir la même structure, parce qu'on sait qu'elles vont avoir un certain rôle dans les organismes. Et du coup, on va regrouper ensemble toutes ces protéines. On sait qu'on a mesuré qu'elles avaient le même rôle dans différents organismes, que ce soit chez l'être humain, la souris ou la blatte, mais on n'arrive pas à avoir la structure de cette protéine. Mais on se dit que cette première chaîne va avoir un rôle donné, la deuxième chaîne va avoir le même rôle, c'est-à-dire la même structure, la troisième chaîne va avoir la même structure, etc. etc. Et on se dit, il y a peut-être quand même de l'information. C'est que si on regarde toutes ces séquences d'acides aminés qui ont exactement le même rôle, du coup, on se dit qu'elles ont la même structure. Peut-être qu'en regardant toutes ces séquences, on va avoir un peu d'information quand même. Et peut-être qu'on va pouvoir utiliser cette information pour déterminer des choses sur la protéine. Bon, là, imaginons, du coup, ça, c'est ma première protéine, ma deuxième protéine, ma troisième protéine, etc., ma quatrième protéine, cinquième, sixième, septième, huitième. C'est des données qu'on a récupérées dans la nature, qu'on a pu séquencer facilement. On sait que ces protéines ont toutes la même fonctionnalité, mais on ne connaît pas la structure. Bon, imaginons qu'on connaît cette structure et qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette protéine, ça c'est un exemple simple, mais va avoir cette structure. Du coup, ces deux sites-là, qui sont en rouge ici, vont être en contact. Et quand on regarde les données, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on regarde ces deux colonnes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans tous les organismes qu'on a séquencés, dans tous les organismes où on a la séquence d'acides aminés, on remarque qu'on a soit cet acide aminé à cette position, cet acide aminé R, ou et à cette position, soit cet acide aminé D. Et qu'est-ce qu'on a? Et on peut avoir autre chose, c'est soit cet acide aminé E, soit cet acide aminé K. Et si on regarde toutes les séquences qu'on a, on se rend compte qu'on peut avoir soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir autre chose. Si on essaye de mettre, on ne trouvera aucune protéine avec un acide aminé T ou L ou C, par exemple. Du coup, quand on regarde les données, il semblerait qu'il y ait une certaine
une certaine information quand même. C'est pas des séquences tirées au hasard. Elles ont quand même un certain lien, toutes ces séquences entre elles. Ce qu'on appelle, par exemple là, c'est ce que je vous ai décrit, c'est une corrélation. C'est si je sais qu'il y a cet acide aminé à ce site-là, eh ben, il va avoir cet acide aminé, ce site aminé D à cet autre site. Il y a aussi une autre information qui peut être utile, c'est on regarde dans une colonne, qu'est-ce qu'on voit comme acide aminé. Et là, dans cette colonne, on voit qu'il y a quasiment tout le temps des acides aminés H. Et on peut se dire que biologiquement, ça doit avoir du sens parce que si la nature a fait que dans différents organismes qui ont évolué de différentes façons pour des protéines qui ont la même fonctionnalité, du coup la même structure, on retrouve toujours un H et qu'il doit avoir un H à cet endroit-là. S'il n'y a pas de H, c'est-à-dire que la protéine ne doit pas avoir le même rôle. Et du coup, l'idée qu'ont eu les physiciens, surtout les physiciens statisticiens, c'est de se dire, bah, en fait, on va peut-être pouvoir trouver de l'information dans cet ensemble de protéines issues de différents organismes. Et l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette information pour prévoir la structure. L'idée, c'est la protéine doit avoir une certaine structure qui a impliqué en fait des contraintes sur cette chaîne d'acides aminés. Globalement, ici, on doit avoir un acide aminé positif, ici, un acide aminé négatif. Et nous, l'idée, c'est de faire le chemin inverse, c'est sachant que toutes ces protéines-là ont la même fonctionnalité, est-ce que je vais pouvoir, en regardant est-ce que je vais pouvoir, en observant les contraintes, retrouver la structure initiale. Et du coup, on va essayer de faire ça. Et l'idée, en fait, c'est ce qu'on appelle la physique statistique des problèmes inverses. Et on se dit, on va essayer de trouver un modèle qui reproduise ces données. Et globalement, ce que va être notre modèle? C'est là, vous reconnaissez, comme vous l'avez montré Tristan la semaine dernière, ce qu'on appelle une probabilité de Boltzmann. Et globalement, qu'est-ce qu'on a? Bah, pour chaque terme dans une colonne, on va avoir une fonction de ce terme et on va avoir une fonction entre deux colonnes différentes. Et l'idée, c'est on n'a pas idée de quel modèle a généré ces données. On sait qu'il y a sûrement un modèle sous-jacent qui dépend de la structure. Et on va essayer de retrouver ce modèle. Et l'idée, c'est comme on n'a pas trop d'idées sur le modèle, on va essayer de trouver le modèle le moins restrictif qui reproduise ces données, c'est-à-dire qui reproduise ces fréquences empiriques qu'on voit par colonne d'acides aminés et ces corrélations à deux points. On veut trouver le modèle le plus simple qui explique cela. C'est un peu lié à l'idée d'un rasoir d'Occam. On va essayer de trouver le modèle le plus général. On veut faire le moins d'hypothèses sur le modèle pour reproduire nos données. Du coup, ce rasoir d'Occam, ça a été traduit en fait en physique statistique par Jaynes en 57, ce qu'on appelle en fait un principe d'entropie maximale. C'est-à-dire qu'on va vouloir trouver le modèle le plus simple qui explique nos données. Et en fait, ce modèle le plus simple qui explique nos données, qui sont ici la fréquence empirique et les corrélations à deux points entre deux sites donnés d'une protéine, en fait, tout ça, ça peut s'écrire, on peut trouver que le modèle le plus simple doit s'écrire sous cette forme. Et en fait, si vous vous rappelez, vous avez déjà vu ce modèle quelque part, et c'est ce que vous a présenté Tristan la semaine dernière, c'est le fameux modèle d'Ising. En gros, là, l'idée de notre modèle, c'est d'inférer la structure de protéines, et en fait, on se retrouve, en écrivant nos équations, à vouloir calculer un modèle d'Ising. Bon, en fait, formellement, ce n'est pas vraiment un modèle d'Ising, c'est ce qu'on appelle un modèle de Potts. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est pour ça que les physiciens statisticiens sont arrivés sur ce genre de problème, c'est que c'est un problème de biologie, certes très intéressant au début, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec de la physique statistique. Par contre, si on s'intéresse à ce jeu de données sur nos protéines et qu'on se dit, ah ok, il semblerait qu'il y ait toujours cet acide aminé à cet endroit et il y a toujours ces deux acides aminés à cet autre endroit, dans toutes nos protéines, il doit y avoir du signal là-dedans. Et ce qu'ont fait les physiciens, c'est du coup se dire quel est le modèle le plus simple. Et le modèle le plus simple, c'est un modèle de physique statistique. Et du coup, il y a énormément de physiciens qui travaillent sur ce genre de problème. Et l'idée, c'est qu'on va vouloir du coup trouver, si on peut schématiser en fait ce qu'on va leur faire, c'est essayer de trouver ce jeu de paramètres. Bon, c'est un peu compliqué de trouver, une fois qu'on a cette formule pour le problème, ça va être compliqué de vouloir prévoir. C'est pas facile de résoudre ce problème, mais c'est quand même,
relativement simple, on peut le faire si on a suffisamment de données. Et ce que font les physiciens, en fait, c'est résoudre ce problème. Et en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est on est parti d'une base de données de protéines, de la trypsine, et on trichait un peu ici, c'est que les gens connaissaient déjà la structure de la protéine. C'est juste pour vérifier que la technique marche bien. Mais du coup, à partir de notre jeu de données, on a inféré un modèle pour qu'il puisse reproduire ce jeu de données. Et on a interprété les termes de notre modèle et principalement le terme de couplage entre les deux sites. Pourquoi? Parce qu'on se dit que s'il y a un couplage entre deux sites, s'il y a des corrélations fortes entre deux sites, par exemple ici entre cet acide aminé positif et cet acide aminé négatif, bah, si il existe une forte interaction, c'est qu'ils doivent être proches l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils doivent être vraiment très importants pour la protéine. Et pour être très importants, il faut qu'ils soient proches. Pourquoi? Parce que s'ils sont proches et qu'ils caractérisent fortement la structure de cette protéine. Et du coup, on a ce modèle compliqué, on arrive à estimer les paramètres et on regarde en gros quels sont les paramètres les plus grands. Et ça va être nos indicateurs. Plus le paramètre est grand, plus on va pouvoir prédire ou on va dire il y a un contact. Et en fait, sur cette protéine, ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est les contacts qu'on prédit, du coup, les plus grands contacts prédits par notre modèle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils correspondent aux contacts dans la nature. C'est-à-dire qu'à partir de cette base de données de protéines, toutes ces séquences d'acides aminés, eh ben, on a réussi à construire un modèle et à partir des paramètres de ce modèle, à prévoir les sites qui étaient en contact, du coup, proches l'un de l'autre. Et en fait, ça, c'est désormais utilisé pour la dynamique moléculaire. Parce que là, ça marche, on peut vérifier que ça marche parce que on a la vraie structure. Mais dans les modèles où on n'a pas de vraie structure, on n'a pas la structure, bah, on ne peut pas vérifier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on entraîne nos modèles sur ces bases de données. On va pouvoir extraire de ces jeux de paramètres les sites de la protéine qui nous semblent le plus proches. Par exemple, on peut se dire, bah, en fait, ces deux acides aminés doivent être proches. Et en fait, on va se servir de ça pour initialiser notre modèle de dynamique moléculaire. Et l'idée étant, c'est qu'au lieu de partir d'une configuration aléatoire de la protéine où le code va mettre très longtemps à tourner et globalement, on ne va pas avoir une bonne protéine à la fin, bah, grâce à notre entraînement de physique statistique, grâce à la donnée qu'on a extraite de notre jeu de données de protéines, on va pouvoir commencer par exemple avec cette séquence-là qui n'est pas trop loin de la séquence optimale et converger vers la séquence optimale. Et du coup, c'est en ça que sont utilisés ces modèles de physique statistique pour la prédiction de structure de protéines. C'est à partir d'une base de données de protéines, on va essayer de prévoir, on va essayer de trouver le modèle qui explique au mieux cette base de données et on va pouvoir interpréter les paramètres de nos modèles en termes de sites qui sont proches l'un ou l'autre. Ça, c'est des problèmes d'inférence. Il y a plein d'autres domaines où ça marche. Victor a dû vous parler, lui, il fait pas mal d'immunologie. C'est vraiment de voir comment le système immunitaire répond à la présence d'un virus ou d'une bactérie. Et on peut faire aussi des modèles de physique statistique pour essayer de voir comment le système, le système qui est du coup le corps, comment réagit à la présence de corps étrangers dans le sang, par exemple. Et en fait, ce que fait le corps, c'est qu'il génère des globules blancs et l'idée, c'est du coup de détecter les maladies. Il les génère un peu aléatoirement pour essayer de balayer un spectre large. Et en fait, ce que fait le corps humain, c'est qu'il garde en mémoire des maladies qu'il a vues et à partir de ça, il génère des globules blancs qui seraient le plus à même d'arrêter une maladie. Du coup, il y a un phénomène très complexe où le corps humain va utiliser du coup son expérience passée pour essayer d'explorer au mieux quelle maladie va pouvoir être soumis, etc., etc. Du coup, c'est des phénomènes très compliqués qu'on comprend mal, que les biologistes comprennent mal. Et les physiciens essayent de faire des petits modèles pour essayer d'expliquer ça. Je ne dis pas que les physiciens ont la vérité, nos modèles sont relativement simples, c'est plus des petits modèles qu'on arrive à résoudre et qui permettent de comprendre mieux les choses. Et c'est un travail main dans la main avec les biologistes. Par exemple, les gens qui travaillent sur les protéines, bah, certes, il y a beaucoup de physique pour pouvoir estimer ce genre de couplage, mais après, l'idée, c'est de travailler vraiment avec des biologistes qui connaissent bien la protéine, pouvoir te dire, ah, ça a du sens, etc., ou ça n'a pas de sens ce que tu prévois. Parce que
le physicien, il a faire juste un modèle sur des paramètres, il a un jeu de données, etc., mais il n'a pas le science biologique forcément avec. Et du coup, il y a énormément de groupes, en fait, où il y a vraiment un travail de pair entre des physiciens biologistes, et des physiciens et des biologistes, du coup des biophysiciens et des biologistes. Et ça fait énormément avancer la science. Et ça, c'est un des trucs que je trouve assez sympathique avec la physique, c'est quand on peut appliquer cette physique à d'autres domaines et que ça permet d'aider un domaine à progresser. Et en plus, ce qui est pas mal captivant pour les physiciens, c'est qu'ils apprennent énormément de choses. Je vais vous reparler un peu de neuro, parce que c'est quelque chose que je trouve assez captivant et qui a beaucoup intéressé les physiciens statisticiens. En gros, les gens ont essayé de faire des petits modèles de cerveau, essayer de comprendre comment un système pouvait avoir de la mémoire. Et l'idée, c'est si on imagine, on pourrait dire que le cerveau a une certaine énergie. On va modéliser ici le cerveau par des spins, comme un modèle d'Ising que je vous ai montré là. Du coup, ces petites flèches. Et l'idée, c'est on veut stocker des patterns, c'est-à-dire des configurations de spins. Par exemple, on veut que les 8 premiers spins soient alignés vers le haut, les 8 derniers spins soient alignés vers le bas. Et pour stocker ça, on veut construire un modèle énergétique où, pour stocker un souvenir, en fait, c'est un modèle de mémoire ici que je vais vous montrer. C'est globalement, on va avoir une dynamique du cerveau, qui est une dynamique qui est stockée ici, qui est expliquée ici. C'est un modèle assez simpliste, mais globalement, ça c'est notre spleen. On peut voir ça comme notre neurone, si vous voulez. Que fait cette neurone? Et ben, à chaque instant, elle reçoit un signal qui est simplement une somme pondérée des autres neurones. Du coup, si le neurone I est relié au neurone J, ils ont un terme de couplage qu'on appelle WIJ, qui dit en gros, plus ce terme va être grand, plus il va avoir un couplage important. Et ça ressemble un peu à ce qui se passe dans le cerveau, comme on avait vu. Comment marche une neurone? C'est elle reçoit un signal de différentes neurones via les dendrites, et en fonction du signal qu'elle reçoit, elle va émettre elle-même un signal ou pas. Du coup, on a ce petit modèle de physique qui date de 82 qui essaie d'expliquer ça. C'est un modèle très simple de cerveau et de voir si un modèle comme ça est capable d'avoir de la mémoire. Du coup, globalement, on dit que notre neurone envoie un signal si le signal qu'il reçoit est suffisamment grand, du coup par-dessus un certain seuil, et sinon il est silencieux et il vaut -1. Et pour ce système, on a une énergie qui dépend de l'état des spins. Et ce qu'on veut, en fait, c'est essayer de stocker de la mémoire, c'est-à-dire stocker des patterns de spin qui sont ces epsilon immu. Globalement, on veut que notre système, quand on fait cette dynamique-là, il atteigne un certain point fixe, en fait, ce qu'on appelle un attracteur où la dynamique est bloquée. Et on veut que le point où la dynamique est bloquée correspond à quelque chose de précis, par exemple à un souvenir, à quelque chose qu'on a encodé dans le système, qui est ici un vecteur. Et les physiciens ont utilisé beaucoup ce qui s'appelle la loi de Hebb, qui dit que globalement, des neurones qui se déclenchent en même temps vont être connectés en même temps. On appelle la plasticité synaptique. C'est que globalement, si deux neurones ont tendance à s'activer en même temps, c'est qu'elles doivent être connectées en même temps. C'est toujours cette idée de corrélation qu'on a vue dans les protéines. On a vu, ce qu'on voyait ici, c'est que globalement, sur la structure, bah, si ici, on a toujours un acide aminé R et ici un D ou un E ou un K, c'est-à-dire que là, il y a vraiment du signal entre ces deux sites. Et bah, la loi de Hebb, c'est un peu la même chose, mais pour les neurones, et ce qui dit que deux neurones qui sont connectés, enfin deux neurones qui vont s'activer en même temps, vont avoir tendance à être connectés ensemble. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le cerveau humain, ces connexions se font de façon dynamique, c'est-à-dire qu'elles changent au cours du temps. Notre cerveau n'est pas du tout figé. Du coup, on a cette évolution des connexions entre les neurones, ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Et en gros, les physiciens ont essayé de voir ça avec ce petit modèle en disant, OK, bah, on va faire en sorte que nos poids dépendent de nos souvenirs. Et on a ce petit modèle-là. Et en gros, ce qu'on montre avec ce petit modèle, c'est qu'en effet, notre réseau de spin, là, ce réseau de Hopfield, il est capable d'avoir la mémoire. Du coup, avec notre petit modèle de physique statistique, qui n'explique pas du tout comment fonctionne un cerveau, mais qui est un peu l'idée, c'est que
si on a modélisé notre neurone comme ça, qui ressemble à peu près à ce que fait un vrai neurone dans notre cerveau, et ben on arrive à stocker de la mémoire avec notre petit réseau artificiel. Et depuis, les physiciens sont énormément intéressés à cette dynamique neuronale. Je vais vous présenter une expérience qui est assez intéressante. C'est comment se représente l'espace une souris. Alors globalement, qu'ont fait ces biologistes dans cette expérience? Ils ont pris une souris et qu'ils ont placée dans un environnement A et dans un environnement B. Globalement, l'environnement A et l'environnement B, c'était en gros la même boîte. La seule chose qui changeait, c'est que dans l'environnement A, il y avait ce genre de lumière, dans l'environnement B, il y avait un différent type de lumière. Globalement, c'est une boîte, du coup, on faisait varier la lumière. Et du coup, il y avait ces deux états possibles de la lumière. Et du coup, on a placé une souris là-dedans. Et ce qu'a fait la souris, bah, elle s'est baladée dans son environnement. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un peu une carte dans sa tête pour pouvoir se déplacer. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a une zone particulière du cerveau. Et pour la souris, quand elle se déplace dans cet environnement A, ce qu'on voit, c'est que certains neurones de la souris vont s'activer quand la souris va être du coup dans cette zone, la zone orange. D'autres neurones vont s'activer quand elles vont dans la zone bleue. D'autres neurones dans la zone rouge, dans la zone verte ici, du coup pour l'environnement A. Et dans l'environnement B, en fait, on va avoir d'autres neurones qui vont s'activer pour différents endroits. Du coup, la même zone du cerveau, avec les mêmes neurones, va essayer de stocker deux cartes d'un même endroit. Et globalement, bah, la différence entre ces deux cartes, c'est que ici, pour la neurone, pour quand la souris sera dans cette zone-là, c'est des neurones, on va dire les neurones oranges qui vont s'activer, alors que les neurones oranges vont s'activer quand elle est dans cette zone-là. Du coup, cette souris a été élevée dans ces deux boîtes et connaît ces deux environnements. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut mesurer le signal électrique du cerveau de la souris pour savoir quel neurone s'active dans quelle zone. Bon, malheureusement, ça ne marche pas comme le poisson zèbre, où le cerveau est transparent et il suffit de faire de la fluorescence des neurones pour savoir quel neurone est activé. Là, pour la souris, malheureusement, ce que font les gens, c'est qu'ils scapent la souris et qu'ils introduisent des électrodes directement dans le cerveau. Et du coup, on arrive à détecter dans quel neurone s'active en fonction de la position de la souris et dans quel environnement il est. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une expérience de téléportation. Alors, pourquoi on appelle ça une expérience de téléportation? C'est que principalement, la souris sait qu'elle a pris deux environnements, l'environnement A et B. Et nous, en fait, ce qu'on sait, c'est que pour passer d'un environnement l'un à l'autre, il suffit de changer les lumières. Du coup, globalement, ce qu'on peut faire, c'est mettre la souris dans la boîte avec l'environnement B, mais aussi les lumières de l'environnement A, et passer des lumières de l'environnement A à la lumière de l'environnement B d'un seul coup. Et du coup, pour la souris, ce qui va apparaître, c'est qu'elle va avoir l'impression de se téléporter. Comme vous, si vous avez appris où était ce qu'il y avait dans votre cuisine et ce qu'il y avait dans votre salle de bain, et vous êtes dans votre cuisine, vous clignez les yeux, et l'instant d'après, vous êtes dans la salle de bain. Ben, la souris, c'est à peu près ce qui se passe pour elle. Comme elle a compris qu'il y avait deux environnements différents, elle a l'impression qu'elle se fait téléporter d'un environnement A à un environnement B. Et du coup, ce qu'ont fait les physiciens, c'est essayer de voir ce qui se passait dans le cerveau de la souris à cet instant, parce qu'elle doit être un peu confuse. Du coup, c'est vraiment ça, c'est elle a sa cognitive map pour cet environnement B. Hop, on switch les lumières, on éteint les lumières, on allume les autres. Là, la souris est complètement perdue parce qu'elle était à l'instant T dans l'environnement B, elle se retrouve dans l'environnement A. Et en fait, quand on regarde l'activité des neurones, ce qui est très intéressant, c'est si on regarde ce graphe, en fait, si on éteint la lumière, enfin on change de lumière, pardon, à l'instant 0, quand il y a ces pics orange, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est dans l'environnement B, et quand il y a les pics bleus, elle pense qu'elle est dans l'environnement A. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'elle hésite. Du coup, au début, elle est dans l'environnement B. Là, on change les lumières. Du coup, normalement, elle devrait être dans l'environnement B, mais elle pense encore qu'elle est dans l'environnement B. Après, elle pense qu'elle est dans l'environnement A, dans l'environnement B. Enfin, vous voyez l'effet. Il y a cette phase d'hésitation, en fait, qu'on mesure dans l'esprit de la souris, dans les corrélations de ces neurones, où on voit que pendant un laps de temps assez court, enfin, pendant 5 secondes, en fait, la souris est complètement confuse. Et
Et par la suite, après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand même, elle se rend compte qu'elle est bien dans l'environnement en A, elle a compris qu'elle a changé d'environnement. Et pendant un laps de temps assez court, en fait, on voit, en regardant les différents neurones, c'est qu'on voit qu'elle hésite et qu'elle se dit, ah non, je suis dans B, ah, je suis dans A, je suis dans B, je suis dans A, je suis dans B, je suis dans A, ah, en fait, non, je suis bien dans A. Et du coup, je trouve ça, cette expérience assez jolie. Et ce qu'ont fait les physiciens principalement, c'est essayer de créer des réseaux avec des neurones pour expliquer ça. Et ça a été fait et ça marche plutôt bien. On arrive à expliquer avec un modèle mathématique cette hésitation. Et ça marche plutôt bien et c'est assez joli. Alors pour finir, je vais vous parler, on va finir un peu en avance, mais je vais vous parler de réseaux de neurones. Et ce qu'on appelle, c'est des réseaux de neurones artificiels. Parce que c'est un domaine assez à la mode, les physiciens ont travaillé dessus, les physiciens travaillent encore dessus. Bon, c'est quand même un domaine d'informaticien, de mathématicien, mais c'est assez intéressant comme domaine. Et en plus, c'est relativement, on va dire, inspiré par la biologie. C'est domaine relativement bio-inspiré. En 1953, il y a Rosenblatt, un informaticien américain qui a inventé ce qu'on appelle le perceptron, qui est le premier réseau de neurones artificiels, qui est cette énorme armoire où il y a tous ces câbles. Et l'idée de ce réseau de neurones, c'est d'apprendre à classifier les choses. Là, je vais prendre l'idée la plus simple, c'est je vous donne une image de chat ou une image de chien. Est-ce que vous êtes capable alors, quel va être le but de ces réseaux de neurones? Pardon, ça va être par exemple faire de la classification d'images. J'utilise Google ou Facebook. Par exemple, Facebook, si vous publiez une photo sur Facebook, il va vous encadrer les têtes des personnes. Il va vous dire, ah, ceci est peut-être Lucie ou c'est peut-être Émile. Et bien ça, en fait, c'est des algorithmes qui ont appris sur les bases de données disponibles d'images sur Facebook et qui ont appris à reconnaître le visage de Lucie et d'Émile. En plus, sachant que vous êtes amis avec Lucie et Émile, ça augmente les chances que ce soit Lucie ou Émile sur la photo. Et du coup, il va pouvoir vous dire, ah, il semblerait qu'il y a Lucie sur cette photo, voulez-vous l'attaquer? Et bien ça marche avec des réseaux de neurones, tout ça. Et comment marchent ces réseaux de neurones? C'est qu'ils font principalement de la labellisation, c'est-à-dire on leur donne une image en entrée. Ces réseaux ont plein de paramètres, qui sont les poids qu'on a vus tout à l'heure, les poids W, I, J. On lui donne, qui sont ces poids-là? On lui donne une image en entrée qu'on peut représenter comme un vecteur. Et que va faire le réseau? Globalement, il va prendre cette image en entrée, multiplier par les poids. On va avoir cette somme pondérée. Du coup, pour l'instant, ça vous rappelle normalement énormément un neurone. Pourquoi? Parce qu'un neurone, qu'est-ce qu'il fait? Il est connecté avec tous les autres neurones et ces autres neurones lui envoient un signal. On sait que ce poids est proportionnel d'après la règle de Hebb. Plus notre neurone va s'allumer en même temps que le neurone X1, plus le couplage entre ces deux neurones va être fort. Et en gros, le premier réseau de neurones, le perceptron, a un peu cette idée, c'est on donne un vecteur initial, on a des poids qu'on va vouloir apprendre maintenant. Le neurone reçoit cette somme pondérée des entrées fois les vecteurs. Du coup, il reçoit x1 fois w1, xn-1 fois wxn-1. Ça, c'est son entrée. Après, il lui applique une non-linéarité, on va passer les détails, et il va prédire une sortie qui est ici 1 ou 0. Et du coup, à quoi sert ce réseau? Principalement, on peut imaginer qu'on veut classifier des chats et des chiens. C'est-à-dire, on présente au réseau de neurones une image de chien. Du coup, cette image de chien va avoir des valeurs en fonction des couleurs des pixels. On va avoir ici un résultat. On va lui appliquer cette non-linéarité et ça va répondre 0 ou 1. Et nous, on veut que ça réponde à 1 quand on présente une image de chien et 0 quand on présente une image de chat. Du coup, il y a une phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va donner à notre réseau une image de chien. Il va nous prévoir une sortie. S'il prévoit chien, on ne touche pas. S'il prévoit choix, on dit ah non, ça c'est pas bien. Et on va essayer de modifier les poids pour essayer qu'il prédise chien. Du coup, on va lui donner plein d'images de chat et de chien. On va essayer de régler les paramètres pour qu'il arrive à bien prédire le label, c'est-à-dire est-ce que c'est un chat ou un chien. Et une fois que le réseau sera entraîné, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui proposer une nouvelle image. Et là, il va pouvoir nous dire c'est un chien ou un chat. Et globalement, il ne va pas trop se tromper si le réseau a bien appris. Ce qu'on appelle la généralisation, c'est qu'on a entraîné sur des données d'entraînement. Et maintenant, on a un réseau qui est normalement capable de savoir si une image est un chien ou un chat. Bon, le perceptron, ça ne marche pas
pour reconnaître des images de chiens et de chats, ça marche pas vraiment, mais en 53, ça permettait de faire des choses pas mal déjà à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on fait ça avec des ordinateurs, hein, c'est des réseaux de neurones qu'on simule numériquement. À l'époque, le perceptron, c'était une machine mécanique. Et en gros, c'était des transistors c'était des résistances pour les poids. Et en gros, on envoyait un courant en fonction de l'état, par exemple, de l'image. Et en gros, ce courant était modulé par une résistance. Et du coup, ce qui pondérait plus ou moins le signal que recevait le neurone final. Et en gros, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'était mécanique et du coup, on faisait varier mécaniquement les résistances à la main. Du coup, c'est une machine qui faisait énormément de bruit, qui mettait un temps fou à s'entraîner. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir ces W qui étaient simplement un tableau de nombres stocké dans un ordinateur, comme ce qui se passe maintenant quand on fait de l'intelligence artificielle, c'était vraiment stocké mécaniquement. Et ce W avait un sens physique qui était la valeur de la résistance. Et en fait, maintenant, on fait des choses beaucoup plus compliquées, ce qu'on appelle des réseaux de neurones convolutifs. C'est un peu la base de tout ce qui est détection d'images. Et l'idée de ce réseau de neurones, du coup, c'est vraiment de prévoir, là, bon, est-ce que ça va prévoir si notre image, c'est bien un robot? Et en fait, comment ça marche? Et l'idée est assez simple, c'est que, en fait, on va avoir des petites fenêtres glissantes qui vont se déplacer sur l'image. Et en gros, l'idée, ça va être essayer de reconnaître s'il y a des parties, en fait. Par un robot, par exemple, ce qu'on va vouloir détecter, c'est voilà, est-ce qu'il a des pinces, combien de pieds il a. Si on veut classifier des motos et des voitures, bah, on va falloir détecter si la voiture a 4 roues, la moto a 2 roues. Du coup, il y a toute une partie de l'intelligence artificielle où on donne des règles et on essaye ça, c'est un peu l'intelligence artificielle un peu old school, où on donne des règles et on essaie de classifier comme ça. Et il y a l'intelligence un peu moderne où maintenant on donne juste des images, on impose une certaine architecture à notre réseau de neurones et on essaye de trouver les bons poids pour qu'ils répondent le bon label. Est-ce que c'est bien un robot? Est-ce que c'est bien une voiture? Est-ce que c'est bien une moto? Voilà, ce genre de choses. Et pourquoi je vous parle de réseau de neurones convolutifs? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la structure, c'est une structure particulière que je ne vais pas trop vous détailler parce que c'est assez compliqué, il faut rentrer dans les détails. Mais en fait, la personne qui a inventé ça, qui est Yann Lequin, c'est une structure qui est en fait inspirée du visuel cortex, du cortex visuel, pardon, de l'homme, de l'œil d'un homme ou de l'œil d'une mouche, par exemple, enfin plutôt de l'œil d'un homme. Et en gros, le cortex visuel, quand on l'analyse, il a différents neurones et ces différents neurones sont connectés d'une façon assez précise. En gros, il y a une première couche où les neurones se concentrent sur une zone de l'image, du coup une zone du coup les yeux envoient un signal électrique qui correspond à ce qu'on voit. Et il y a des neurones qui vont se focaliser uniquement sur une zone précise et d'autres sur d'autres zones. En gros, ça permet de capturer les détails. Et en fait, après, il va y avoir d'autres neurones derrière qui vont agréger tous ces détails, d'autres neurones qui vont encore agréger ces détails, etc., etc. C'est comme ça que fonctionne le cortex visuel. Et en gros, les réseaux de neurones convolutifs, qui sont un peu les réseaux de neurones les plus performants pour faire de la détection d'images, en fait, ils sont vraiment inspirés par la biologie, en tout cas initialement, et ils s'inspirent de la structure du cortex visuel. Et du coup, voilà, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que on a des réseaux. Pourquoi on appelle ça vraiment des réseaux de neurones artificiels? Tout ce qui est cette partie de l'intelligence artificielle, c'est que c'est vraiment inspiré de réseaux de neurones, on va dire, biologiques. Et il y a pas mal de liens entre la biologie et l'intelligence artificielle. Il y a aussi pas mal de liens, comme on l'a vu, entre la physique et l'intelligence artificielle. La physique, et en particulier la physique collective, ça donne, on va dire, une boîte à outils de méthodes parce que en physique statistique, globalement, comme vous l'a montré Christian, c'est qu'on s'intéresse à des énormes systèmes en interaction. Il y a plein d'agents, plein de particules dans un gaz qui interagissent les unes avec les autres. Et ben, il y a plein de situations de la vie courante qui peuvent être modélisées comme ça. Et du coup, les physiciens statisticiens arrivent avec leurs techniques et permettent d'aider, on va dire, différentes branches, par exemple les biologistes, les économistes. Les physiciens statisticiens n'apportent pas la vérité. Hein. On ne peut pas dire que les biologistes sont bloqués, les physiciens arrivent et règlent le problème. C'est plus un travail ensemble qui fait qu'on arrive à progresser. Et ça, je pense que c'est une chose qui est importante en science, c'est que, surtout dans la science moderne, que si on veut faire des progrès, globalement, faut globalement s'allier et travailler avec des gens de différents domaines entre eux.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la biologie. Désolé, ça a été un peu plus court que prévu, mais comme Victor n'a pas pu faire sa partie, c'est pas trop grave. J'espère que vous avez retenu c'était un peu un bestiaire parce que la biophysique, c'est quand même, c'est pas une science aussi bien. Le cours de la semaine prochaine sera beaucoup plus, on va dire, carré. Le cours de Brice sur la relativité restreinte avec la fameuse dilatation du temps. Vous allez voir que le temps se dilate, que les longueurs se contractent. Cette belle théorie par Einstein, vous allez voir Brice vous présenter cette belle théorie, qui est une théorie beaucoup plus carrée que la biophysique, parce que la biophysique en soi, c'est pas une, on va dire, c'est pas une science à proprement parler, c'est plus un lien entre différentes sciences dans plein de domaines différents. Il n'y a pas une belle théorie construite comme tout ce qu'on vous a présenté pour l'instant. On avait la belle théorie de la mécanique classique, la belle théorie des ondes, la belle théorie de la physique quantique, la belle théorie de la relativité restreinte de la mécanique quantique. Là, vous allez voir dans les deux cours à suivre deux très belles théories sur la relativité restreinte et la relativité générale, qui sont deux théories fondatrices du coup de la relation entre l'espace et le temps pour la relativité restreinte et entre l'espace, les temps et la masse, on va dire de façon très schématique pour la relativité générale. Du coup, Brice vous présentera ça très clairement dans les deux séances à venir et je vous conseille d'y participer si vous voulez comprendre ces phénomènes un peu paradoxaux que sont les paradoxes des jumeaux, que sont les trous noirs, etc., etc. Voilà, du coup, c'est tout pour moi pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez que je revienne sur un point en particulier. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée.